La hache s'arrêta en plein élan. Pendant 3 ans, rien n'avait jamais fait poser Malachi Brox dans son travail. Ni les tempêtes, ni les bêtes sauvages, ni le voyageur égaré occasionnel qui tombait sur son territoire. La règle était simple. Frapper jusqu'au coucher du soleil. Ne parler à personne. Ne faire confiance à rien qui bouge. Mais ils étaient là. 2 petites silhouettes au bord de sa clairière. Si immobiles qu'elles auraient pu être taillées dans le même bois qu'il était en train de fendre. Des enfants autochtones, des jumeaux à première vue, pas plus de 8 ans. Leurs vêtements étaient déchirés, leurs visages striés de quelque chose qui aurait pu être de la saleté ou des larmes séchées. Ils le regardaient avec des yeux trop vieux pour leur visage. Ce qui était étrange, ce n'était pas que des enfants les trouvaient au milieu de nulle part. Ce qui était étrange, c'était ce qu'ils portaient. Une sacoche en cuir pendait entre eux, chaque enfant agrippant un côté comme si leur vie en dépendait. De la vapeur s'échappait de ce qui se trouvait à l'intérieur, même si l'air matinal était assez froid pour voir son souffle. La sacoche elle-même semblait anormale. Trop propre pour des enfants qui semblaient avoir couru pendant des jours. Trop précieuse pour des orphelins sans rien. Malachi abaissa complètement sa hache. De toutes ces années d'isolement, il n'avait jamais rien vu de tel que la façon dont ses enfants le regardaient. Pas avec peur, pas avec espoir, avec reconnaissance, comme s'il l'avait cherché spécifiquement. La fille s'avança la première, la main de son frère toujours jointe à la sienne autour de cette impossible sacoche. Quand elle parla, sa voix traversa la clairière comme si elle s'adressait à quelqu'un qu'elle avait connu toute sa vie. « Nous savons ce que vous avez fait à notre père. » La hache tomba entièrement des mains de Malachi, car il n'avait jamais vu ses enfants de sa vie, et il n'avait jamais fait de mal au père de personne. N'est-ce pas? La gorge de Malachi lui donnait l'impression d'avoir avalé de la sueur. Sa stature massive, qui pouvait abattre des arbres en quelques minutes, se sentit soudainement chancelante. Les enfants restaient là à le regarder se débattre avec des souvenirs qui semblaient à la fois lointains et vifs. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Le garçon parla pour la première fois, ses mots tranchant l'air de la montagne. L'homme a la cicatrice sur le cou. Celui qui a crié quand vous l'avez tenu sous l'eau. La main de Malachi vola à sa gorge. Ses doigts traçant la fine ligne blanche qui courait de l'oreille à la clavicule. Une cicatrice qu'il se disait provenir d'une branche tombée des années auparavant. Une cicatrice qu'il s'était entraîné à oublier. Les enfants observèrent son mouvement inconscient avec satisfaction, comme s'il venait de prouver quelque chose d'important. « Vous vous souvenez maintenant » dit doucement la fille. « Bien, parce que nous avons besoin que vous le fassiez à nouveau. » Les mots frappèrent Malachi comme un coup physique. Le faire à nouveau. Tuer quelqu'un d'autre. La clairière de montagne se sentit soudainement trop petite, les arbres se pressant autour de lui comme les murs d'une cellule qu'il avait tant essayé de fuir. « Je ne tue plus de gens, » dit-il, reculant devant les enfants jusqu'à ce que ses épaules heurtent l'écorce rugueuse d'un pin. Cet homme, votre père, c'était différent. C'était. Il s'arrêta car il ne se souvenait pas de ce que c'était. Seulement des fragments, une lutte près d'un ruisseau, quelqu'un qui suppliait, le poids d'un homme adulte devenant flasque dans ses mains. La fille inclina la tête, l'étudiant avec une expression bien trop calculatrice pour un enfant. Vous pensez que c'était la justice, n'est-ce pas? Que notre père méritait ce que vous lui avez fait. Les mains de Malachi tremblaient. Mais si je l'ai tué, alors oui, il devait le mériter. Il essayait de nous sauver. La voix du garçon se cassa sur le dernier mot. Du même homme que nous vous demandons d'arrêter maintenant. Avant que Malachi ne puisse comprendre, le bruit de sabots résonna à travers les arbres. Les 2 enfants se crispèrent, leurs jointures blanches autour de cette mystérieuse sacoche fumante. Ils bougèrent comme un seul homme, se pressant contre le tronc d'arbre le plus proche et devenant presque invisible dans les ombres. Un cavalier émergea du sentier forestier, son cheval se frayant un chemin avec précaution à travers les broussailles. Sterling Maddox. Malachi reconnut les bottes polies du marchand et sa selle garnie d'argent avant de voir le visage de l'homme. Ce que Sterling faisait si haut dans la montagne, si loin de ses routes commerciales habituelles, glaça le sang de Malachi. Brox, appela Sterling, sa voix portant cette amabilité étudiée qui n'atteignait jamais ses yeux. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici, bien que je suppose qu'un homme peut couper du bois n'importe où, n'est-ce pas? Malachi jeta un coup d'œil vers l'endroit où les enfants s'étaient cachés, mais ils avaient complètement disparu. Seule la faible odeur de ce qui se trouvait dans cette sacoche flottait dans l'air.
Quelque chose comme des herbes et de la fumée. Que voulez-vous, Maddox? Sterling descendit de cheval, ses mouvements trop désinvoltes pour un homme qui venait de chevaucher pendant des heures sur un terrain difficile. Je cherche une propriété perdue. 2 enfants autochtones, des jumeaux. Vous ne les auriez pas vus, n'est-ce pas? Le mensonge vint plus facilement que la respiration. Non. Jamais. Le sourire de Sterling s'élargit. Ils ont quelque chose qui m'appartient. Quelque chose que leur père a volé avant de mourir. Quelque chose d'une valeur considérable pour le bon acheteur. Dans le silence qui suivit, Malachi l'entendit. Un doux murmure venant des ombres où les enfants se cachaient. Juste 2 mots, à peine audibles. L'île est là. L'esprit de Malachi s'emballa alors que Sterling s'approchait, ses bottes craquant sur les copeaux de bois. Les yeux du marchand balayaient méthodiquement la clairière, comme un homme qui avait déjà traqué des animaux. Professionnel, calculateur. Vous semblez nerveux, Brox. Ce n'est pas votre genre. Sterling sortit un morceau de papier de sa veste. J'ai une réclamation légale ici. Ces enfants sont maintenant des pupilles de ma compagnie de commerce. Leur père les a cédés avant son malheureux accident. Le mot « accident » frappa Malachi comme un coup de poing. Parce que ce n'était pas un accident, il pouvait sentir le souvenir essayer de refaire surface, luttant contre des années d'oubli délibéré. De l'eau, une lutte. La voix désespérée d'un homme disant quelque chose sur la protection de ses enfants. Même si c'était vrai, dit Malachi prudemment. Je vous ai dit que je ne les ai pas vus. Le sourire de Sterling devint prédateur. Le fait est, Brox, que je sais qu'ils sont venus par ici. Je les suis depuis 3 jours. Leurs petites empreintes s'arrêtent juste ici, dans votre clairière. Alors, soit ils ont fait pousser des ailes et se sont envolés, soit vous me mentez. De quelque part dans la forêt vint le léger craquement d'une brindille qui se brise. La tête de Sterling se tourna brusquement vers le son, sa main se déplaçant instinctivement vers le pistolet à sa hanche, mais Malachi était déjà en mouvement. Des années à manier une hache lui avaient donné des réflexes que la plupart des hommes ne pouvaient égaler. Sa main massive se referma sur le poignet de Sterling avant que le pistolet ne soit dégainé. « Je ne ferai pas ça », dit Malachi doucement. Les yeux de Sterling s'écarquillèrent, mais pas de peur, de reconnaissance. « C'est comme ça que vous l'avez fait, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous avez tué leur père. Vous vous êtes approché assez près pour qu'il ne puisse pas dégainer son arme. » L'accusation flotta dans l'air entre eux parce que Sterling avait raison. Le souvenir revenait maintenant. Morceau par terrible morceau. Un ruisseau la nuit. Un homme cherchant son arme. Les mains de Malachi bougeant plus vite, plus fort, mettant fin à la menace avant qu'elle ne puisse se développer. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'avait poussé à la violence cette nuit-là? Il allait les vendre, dit Malachi, les mots venant de quelque part au fond de sa conscience enfouie. Leur père allait vous vendre ses propres enfants. Le rire de Sterling ressemblait à du verre brisé. Les vendre? Oh, Brox, vous ne comprenez rien. Leur père ne voulait pas les vendre. Il voulait les cacher de moi, de ce qu'ils transportent. Sterling fit un geste vers les arbres où les enfants étaient dissimulés. Cette sacoche qu'ils serrent si désespérément. Elle contient l'emplacement d'une mine d'argent que leur tribu cache depuis des générations. Elle vaut plus d'argent que vous n'en avez vu en 10 vies. La forêt était devenue complètement silencieuse. Même le vent semblait retenir son souffle. Leur père est mort en essayant de garder ce secret, continua Sterling. Et vous m'avez aidé en éliminant le seul homme qui aurait pu m'empêcher de le prendre. Ces enfants vont me conduire directement à cette mine, qu'ils le veuillent ou non. Quelque part dans les ombres, une petite voix murmura 2 mots qui changèrent tout. Plus maintenant. Les enfants sortirent de l'ombre ensemble. Cette mystérieuse sacoche toujours serrée entre eux. Leur visage ne montrait aucune peur, seulement une détermination terrible qui les faisait paraître bien plus âgés que leurs années. La main de Sterling se dirigea à nouveau vers son arme. Mais la poigne de Malachi se resserra sur son poignet jusqu'à ce que le marchand grimace. « Laissez-moi partir, Brox. Cela ne vous concerne plus. » Faux. La voix de la fille trancha la clairière comme une lame. Cela le concerne plus que quiconque. Elle regarda directement Malachi, et dans ses yeux, il vit quelque chose qui lui serra l'estomac. Le pardon. La compréhension. Comme si elle savait exactement pourquoi il avait tué son père et ne le lui reprochait pas. « Notre père vous a fait promettre quelque chose cette nuit-là,
continua-t-elle. Avant de mourir. Avant que vous ne le mettiez dans le ruisseau pour faire croire à un accident. Vous souvenez-vous de ce que vous lui avez promis? Le souvenir frappa Malachi comme un glissement de terrain. Les mots murmurés d'un homme mourant. Prenez soin d'eux. Ne laissez pas Sterling obtenir ce qu'il veut. Promettez-moi. J'ai promis de vous protéger, dit Malachi, les mots semblant étranges dans sa bouche après 3 ans de silence. Sterling rit durement. Les protéger? Vous avez assassiné leur père. Quelle sorte de protection est-ce là? Le genre qui était nécessaire. Le garçon parla pour la première fois depuis l'arrivée de Sterling. Notre père était de toute façon mourant. La maladie dans ses poumons. Il savait qu'il ne pourrait plus courir très longtemps. Qu'il ne pourrait pas nous garder en sécurité. Alors, il a fait un choix. Les enfants échangèrent un regard qui parlait de secrets partagés et de plans désespérés. Puis, la fille fit quelque chose qui figea les 2 hommes. Elle ouvrit la sacoche en cuir. À l'intérieur, il n'y avait pas de carte ni de documents comme Sterling s'y attendait. C'était de la cendre fine et grise qui avait autrefois été quelque chose de précieux, maintenant dispersée au vent par le mouvement délibéré de la fille. Les informations sur la mine ont été brûlées il y a 3 jours, dit-elle calmement. La nuit où notre père est mort. C'est ce qui reste de tout ce que Sterling voulait. Le visage de Sterling devint violet de rage. Petit sauvage. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Cette mine aurait pu nous rendre tous riches. Là, elle aurait détruit notre peuple, répondit le garçon, tout comme elle a détruit notre père quand il l'a trouvé. Sterling arracha son bras de l'emprise de Malachi. Cette fois, il réussit à dégainer son pistolet, mais au lieu de le pointeur sur les enfants, il le visa directement sur la poitrine de Malachi. Voici ce qui va se passer. Ces enfants viennent avec moi. Je leur soutirerai cette information d'une manière ou d'une autre. Et vous, Brox, vous allez les laisser partir parce que si vous ne le faites pas, je m'assurerai que tout le monde sache pour la nuit où vous avez noyé Jacob Running Bear à Willow Creek. Le nom frappa Malachi comme une douleur physique. Jacob Running Bear, le père des enfants, l'homme dont les derniers mots avaient tout changé. Le sourire de Sterling était victorieux. C'est ça. Je connais son vrai nom. Je sais où se trouve son corps. Et je sais qu'il y a des gens qui paieraient cher pour entendre parler de l'homme blanc qui l'a assassiné. Dans le silence grandissant, Malachi entendit son propre cœur battre à tout rompre dans ses oreilles. Un seul choix. Protéger son secret ou protéger les enfants. Il n'y avait pas de juste milieu. Le canon du pistolet brillait dans la lumière de l'après-midi, aussi stable que la respiration de Sterling. Malachi pouvait voir le doigt de l'homme reposer sur la gâchette, prêt à tout finir d'une simple pression. Derrière Sterling, les enfants se tenaient figés, leurs sacoches vides pendant inutilement entre eux. 3 ans d'isolement soigné, 3 ans à essayer d'oublier les derniers mots de Jacob Running Bear, et maintenant tout se résumait à ce moment. L'ultimatum de Sterling résonna dans l'air de la montagne comme une condamnation à mort. Choisissez vite, Brox. Votre secret ou leur vie, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Les yeux de Malachi rencontrèrent ceux de la fille à travers la clairière. En eux, il vit quelque chose qui lui brisa le cœur et lui donna de la force en même temps. La confiance. Une confiance complète, absolue qu'il ferait ce qu'il fallait, même si cela devait le détruire. Vous savez ce qu'il y a de drôle avec les secrets, Sterling? La voix de Malachi était stable malgré le pistolet pointé sur sa poitrine. Ils n'ont de pouvoir que si vous avez peur qu'ils ne sortent. Les yeux de Sterling se plissèrent. Tout le monde a peur de quelque chose, Brox. Même les géants comme vous. Peut-être. Malachi fit un pas en avant, et la prise de Sterling se resserra sur le pistolet. Mais j'ai plus peur de rompre une promesse faite à un homme mourant que de vous. Sans avertissement, Malachi se jeta de côté, se plaçant entre Sterling et les enfants. Le coup de feu retentit dans la clairière, résonnant contre les parois de la montagne. Une douleur explosa le long de l'épaule gauche de Malachi alors que la balle l'effleurait, mais il continua de bouger. Ses mains massives attrapèrent Sterling à la gorge avant que le marchand ne puisse tirer à nouveau. « Courez !» cria Malachi aux enfants, mais ils ne bougèrent pas. Au lieu de cela, la fille fit quelque chose d'inattendu. Elle se mit à parler dans sa langue maternelle, assez fort pour que sa voix porte à travers les arbres. Les yeux de Sterling s'écarquillèrent de panique alors que ces mots résonnaient à travers la montagne. « Tais-toi, Alta Teil !»
luttant contre l'emprise de Malachi. Là, elle les appelle. Elle appelle les autres. Avant que Malachi ne puisse comprendre ce que Sterling voulait dire, le bruit de chevaux leur parvint à travers la forêt. Pas un seul cheval, mais plusieurs, se déplaçant rapidement à travers les sous-bois, des branches craquant sous leurs sabots. Sterling redoubla d'efforts dans sa lutte, le désespoir remplaçant le calcul dans ses mouvements. Vous ne comprenez pas, Brox. Il n'a jamais été question que de la mine. Il y a d'autres personnes impliquées. Des gens importants. Des gens qui ne laisseront pas passer ça. Les cavaliers firent irruption dans la clairière depuis 3 directions différentes, les encerclant complètement. Mais ce n'étaient pas les hommes de Sterling. C'étaient des guerriers autochtones, les visages peints pour la bataille, les armes prêtes. Leur chef était une femme d'une 40aine d'années, ses cheveux sombres striés d'argent, ses yeux brûlants d'une fureur contenue. Quand elle parla, sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Jacob Running Bear était mon frère. Les mots frappèrent la clairière comme le tonnerre. Elle regarda directement Malachi, qui tenait toujours Sterling à la gorge. Et ses enfants sont maintenant ma responsabilité. Sterling fit une dernière tentative désespérée pour atteindre son arme. Mais la femme bougea plus vite qu'il ne semblait possible. Son couteau trouva le chemin de sa gorge avant même qu'il ne puisse crier. « Vous avez tué mon frère pour ses enfants », dit-elle à Malachi. « Prouvez maintenant que sa mort a signifié quelque chose. » Le visage de Sterling était devenu blanc comme un os. Le couteau à sa gorge traçant une fine ligne de sang. La femme qui le tenait étudia Malachi avec des yeux qui semblaient voir à travers lui. Derrière elle, les guerriers montés attendaient en parfait silence, leurs chevaux piaffant d'impatience. « Mon nom est Ayanna Running Bear », dit-elle sans retirer la lame du cou de Sterling. « Ce sont les enfants de mon frère, et vous êtes l'homme qui lui a donné la mort qu'il a demandé. » L'épaule de Malachi le lançait là où la balle l'avait effleuré, mais il ignora la douleur. Il était de toute façon mourant, la maladie dans ses poumons. Il ne pouvait plus courir. Ne pouvait plus les protéger des hommes de Sterling. Je sais. La voix d'Ayanna ne portait aucune colère, seulement une profonde tristesse. Jacob m'a envoyé un message avant de mourir. Il m'a parlé de l'homme blanc qui a promis de garder ses enfants. Il m'a dit que vous étiez le seul en qui il avait confiance pour faire ce qui était nécessaire. Sterling essaya de parler, mais Ayanna pressa le couteau plus profondément, le faisant taire. Jacob m'a aussi parlé de la mine, de la façon dont les gens de Sterling traquent notre famille depuis des mois, essayant de nous forcer à révéler son emplacement. Elle jeta un coup d'œil à la sacoche vide sur le sol. Mais mon frère était plus malin qu'il ne le pensait. La véritable information n'a jamais été dans ce sac. Les enfants se rapprochèrent de leur tante, et Malachi remarqua quelque chose qu'il avait manqué auparavant. Le collier de la fille, un simple cordon de cuir avec un petit pendentif en métal qui captait la lumière d'une manière inhabituelle. Pas de l'argent, pas de l'or, quelque chose de complètement différent. La mine n'est pas seulement de l'argent, continua Ayanna, suivant son regard. C'est bien plus précieux que ça. Le genre de métal pour lequel des hommes puissants dans des villes lointaines tueraient. Le genre qui pourrait changer l'équilibre du pouvoir s'il tombait entre de mauvaises mains. Sterling émit un son désespéré contre le couteau, ses yeux exorbités par l'effort de parler. Ayanna relâcha sa prise juste assez pour le laisser parler. « Vous faites une erreur, Alta-Teil. Il ne s'agit pas que de moi. Il y a des hommes à Washington qui sont au courant de cette mine. Des hommes du gouvernement, des militaires, ils ne s'arrêteront pas juste parce que vous me tuez. » Il a raison. L'aveu vint de l'un des guerriers montés, un jeune homme dont le visage ressemblait de manière frappante aux enfants. Nous suivons ces communications depuis des semaines. Sterling envoie des rapports à quelqu'un de haut placé dans le gouvernement territorial, quelqu'un avec l'autorité d'envoyer des troupes fédérales si nécessaire. Malachi sentit le poids de la situation s'abattre sur ses épaules comme un glissement de terrain. Il ne s'agissait plus seulement de protéger 2 enfants. Il s'agissait d'empêcher une guerre. Car si le gouvernement décidait que cette mine valait la peine d'être prise par la force, rien ne les empêcherait de détruire toute la tribu pour l'obtenir. Il y a autre chose, dit doucement la fille, sa petite main touchant le pendentif à son cou. Quelque chose que Sterling ne sait pas. Quelque chose que même Jacob ne savait pas quand il est mort. Elle leva les yeux vers Malachi avec ses yeux trop vieux. L'emplacement de la mine n'est pas seulement caché. Il est protégé par des gens qui le gardent depuis plus longtemps que nous n'avons vécu. Des gens qui n'apprécient pas les étrangers.
La forêt autour d'eux sembla s'assombrir. Les ombres s'allongeant alors que des nuages passaient devant le soleil. Quelque part au loin, Malachi aurait juré entendre le bruit de plus de chevaux approchant. Beaucoup plus de chevaux. Le bruit des chevaux approchant devint plus fort. Et à travers les arbres apparurent les uniformes bleus distinctifs de la cavalerie fédérale. Au moins 20 soldats menés par un capitaine dont le visage était sombre de détermination. Ayanna jura à voix basse dans sa langue maternelle et pressa le couteau plus profondément dans la gorge de Sterling. « Il leur a dit où nous trouver », dit-elle à Malachi. C'était toujours son plan de secours. Sterling réussit un sourire sanglant malgré la lame à son cou. « Pensiez-vous vraiment que je viendrais ici seul ?» Le capitaine Morrison a l'ordre de sécuriser l'emplacement de la mine par tous les moyens nécessaires. Cette terre est sur le point de devenir propriété fédérale, que cela vous plaise ou non. Le capitaine de cavalerie entra dans la clairière et examina la scène avec un calme professionnel. Ses yeux balayèrent les guerriers autochtones, le couteau à la gorge de Sterling et l'épaule ensanglantée de Malachi avant de se poser sur les enfants. « Je suis le capitaine James Morrison, de l'armée des États-Unis. Monsieur Sterling, êtes-vous blessé ?»« Rien de grave, Alta Sterling. Mais ces sauvages occupent illégalement des terres fédérales et menacent un entrepreneur du gouvernement. J'exige leur arrestation immédiate. » Le capitaine Morrison descendit lentement de cheval, sa main reposant sur la poignée de son sabre. « Le fait est, monsieur Sterling, que nous enquêtons sur vos rapports depuis des semaines, et nous avons découvert quelques divergences intéressantes dans votre histoire. » L'expression confiante de Sterling vacilla. « Quel genre de divergence ? » Le genre qui suggère que vous avez agi en dehors de votre autorité. Le genre qui indique que vous avez assassiné Jacob Running Bear pour voler des informations sur des droits miniers qui ne vous appartiennent pas. Morrison sortit un document plié de sa veste. Ceci est un mandat d'arrêt fédéral à votre encontre, Sterling. Pour meurtre, fraude et opérations minières non autorisées sur des terres tribales protégées. Le couteau à la gorge de Sterling trembla dans la poigne d'Ayanna. Des terres tribales protégées. C'est exact. Le territoire que le père de ses enfants est mort en protégeant a été désigné comme réserve fédérale il y a 3 mois. Toute opération minière ici nécessite l'approbation directe de Washington, que vous n'avez jamais cherché à obtenir. Les yeux de Morrison se tournèrent vers Malachi. Nous savons aussi pour vous, monsieur Brooks. Nous savons ce que vous avez fait à Jacob Running Bear, et nous savons pourquoi vous l'avez fait. Malachi se tendit, s'attendant à des menottes ou pire. Au lieu de cela, le capitaine Morrison fit quelque chose d'inattendu. Il salua. Jacob Running Bear travaillait comme informateur fédéral, nous aidant à suivre les opérations illégales de Sterling. Son dernier rapport, envoyé la nuit avant sa mort, contenait une confession complète de ce qu'il vous avait demandé de faire et pourquoi. Vous avez exécuté légalement les derniers ordres d'un agent fédéral. La clairière tomba dans le silence, à l'exception du bruit des chevaux qui respiraient et du cuir qui craquait. Malachi eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Tout ce qu'il avait cru à propos de cette nuit, tout ce qu'il avait porté comme culpabilité, prenait soudain un sens différent. « C'est impossible », gronda Sterling. Jacob Running Bear n'était qu'un autre sauvage essayant de cacher les ressources de son peuple à la civilisation. Jacob Running Bear était un vétéran de guerre décoré qui a servi avec distinction dans les conflits territoriaux, répondit froidement Morrison. Il s'est porté volontaire pour infiltrer votre opération lorsque nous avons appris vos activités minières illégales. Son sacrifice a sauvé son peuple et a servi son pays. Ayanna retira lentement le couteau de la gorge de Sterling. Mon frère ne nous l'a jamais dit. Il est mort en gardant sa véritable mission secrète pour nous protéger tous. Le capitaine Morrison fit un signe de tête à ses hommes qui s'avancèrent pour arrêter Sterling. L'information sur la mine n'a jamais été destinée à tomber entre des mains privées. Le gouvernement fédéral honorera les revendications tribales sur cette terre et veillera à ce que les ressources soient gérées correctement. Alors que Sterling était emmené enchaîné, il hurla une dernière menace. Ce n'est pas fini. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Il y a des gens à Washington qui ne laisseront jamais passer ça. Mais ces mots résonnèrent dans le vide à travers la clairière de montagne. Les divagations désespérées d'un homme dont la cupidité l'avait finalement rattrapé. 3 semaines plus tard, Malachi se tenait dans la même clairière où tout avait changé. Mais maintenant, elle avait l'air différente. Les ingénieurs fédéraux étaient venus et repartis, arpentant la terre et marquant des limites qui la protégeraient pour toujours. La mine,
avec ses précieux gisements de métaux des terres rares nécessaires pour de nouveaux équipements télégraphiques, resterait sous contrôle tribal avec la supervision du gouvernement. Le plan de Sterling pour la voler à des fins de profit privé était mort avec son arrestation. Le capitaine Morrison était resté assez longtemps pour tout expliquer. Jacob Running-Bear s'était porté volontaire pour la mission la plus dangereuse imaginable, faisant semblant de trahir son propre peuple tout en rassemblant des preuves contre le réseau de Sterling. Sa dernière requête à Malachi n'avait pas été l'appel désespéré d'un père mourant, mais l'ordre calculé d'un agent fédéral, assurant le succès de sa mission, même au prix de sa propre vie. Le poids que Malachi avait porté pendant 3 ans. La culpabilité qui l'avait poussé à l'isolement s'était transformée en quelque chose de complètement différent. La fierté, l'honneur, la connaissance qu'il avait servi la justice même quand il ne la comprenait pas. Les enfants, Ayana et Koda, lui rendaient visite régulièrement maintenant. Leur tante avait décidé qu'ils devaient comprendre toute la vérité sur le sacrifice de leur père, et Malachi était devenu une partie inattendue de cette histoire. Aujourd'hui, ils avaient apporté quelque chose avec eux. Une lettre. « C'est de notre père », dit la fille, tendant le papier usé. Notre tante l'a trouvé dans ses affaires. Elle vous est adressée. Les mains massives de Malachi tremblaient légèrement alors qu'il dépliait la lettre. L'écriture de Jacob était soignée, délibérée. Les mots d'un homme qui savait qu'il ne vivrait peut-être pas pour les dire à voix haute. Ô géant qui tient ses promesses. Si vous lisez ceci, alors mes enfants sont en sécurité et ma mission est accomplie. Vous m'avez donné la mort dont j'avais besoin et la paix que je ne pouvais trouver d'aucune autre manière. Mais plus que cela, vous avez donné à mes enfants un gardien quand ils en avaient le plus besoin. La montagne a été votre prison pendant trop longtemps. Il est temps de descendre et de vivre à nouveau parmi les gens. Mes enfants auront besoin de quelqu'un pour leur apprendre le monde au-delà de notre réserve. Quelqu'un d'assez fort pour les protéger, d'assez sage pour les guider, et d'assez honorable pour les aider à comprendre que tous les étrangers ne sont pas des ennemis. Si vous les acceptez, ils seraient honorés de vous appeler famille. Malachi leva les yeux de la lettre pour trouver les 2 enfants qui le regardaient avec attente. Derrière eux, le bruit de roues de chariot annonça un autre visiteur. Ayana Running-Bear entra dans la clairière. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Une femme dans une simple robe bleue était assise à côté d'elle. Quelqu'un que Malachi reconnut comme étant Coralan de la colonie de la vallée. « Monsieur Brox », dit Cora avec un sourire chaleureux. « Je crois comprendre que vous pourriez chercher du travail. Le conseil scolaire territorial a besoin d'un homme pour enseigner des compétences pratiques aux enfants. La menuiserie, la survie en pleine nature, ce genre de choses. Le salaire n'est pas élevé, mais il vient avec une maison en ville et le respect de la communauté. » Malachi plia soigneusement la lettre de Jacob et la plaça dans la poche de sa chemise, juste au-dessus de son cœur. Il regarda une dernière fois la clairière, l'endroit où il s'était caché du monde et de lui-même. Puis il regarda les enfants qui lui avaient redonné un but et les gens qui lui offraient un avenir. Quand est-ce que je commence? Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte western inoubliable où le courage et le destin se heurtent de manière que vous n'auriez jamais attendu. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.